La haine la plus dangereuse ne crie pas, elle sourit. Elle n'attaque pas de front, elle se déguise en courtoisie, en blague, en conseil. C'est ce poison invisible qui se mélange avec des mots gentils et des gestes calculés. Tu ne le vois pas venir parce qu'il ressemble à de l'affection, mais lentement, il te vole ton énergie, ta confiance et ta paix. Il te fera douter de toi, te fera te sentir coupable pour des choses que tu n'as pas faites, et tu finiras par demander pardon pour exister. C'est ainsi que fonctionne la haine silencieuse, sans bruit, mais avec une précision chirurgicale. Contrairement à la haine ouverte, celle qui se cache sous les sourires est beaucoup plus destructrice car elle confond. Elle te fait baisser la garde. Ce sont des personnes qui disent t'admirer, mais qui taisent tes réussites. Qui s'offrent pour t'aider, mais qui sabotent tes pas. Qui t'étreignent d'une main, tandis qu'avec l'autre, ils tiennent un couteau. Ils ne t'attaquent pas directement, mais peu à peu, ils sèment le doute, la méfiance et le malaise. Ils ne cherchent pas à te détruire rapidement. Ils cherchent à te voir tomber lentement, comme si la douleur faisait partie d'un spectacle qu'ils apprécient en silence. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te déteste, mais tu peux contrôler si tu le laisses près de toi. Ne réagis pas avec colère, ne tombe pas dans son jeu. Apprends à observer sans illusion, à écouter au-delà des mots et à répondre avec le calme de celui qui ne se laisse plus manipuler. Parce que lorsque tu découvres la haine déguisée, tu n'as pas besoin de l'affronter, tu as juste besoin de t'éloigner. Cette vidéo ne cherche pas à te faire douter de tout le monde, mais à t'apprendre à voir la différence entre ce qui est authentique et ce qui est fin. Reste, car tu vas reconnaître les signes les plus clairs de quand quelqu'un te déteste en silence, même s'il jure que non. 1. Regarde au-delà des sourires. Les masques les plus dangereux ne sont pas utilisés au théâtre, ils sont utilisés tous les jours. Ce sont ces sourires qui semblent sincères, mais qui cachent une ombre derrière. Ces regards qui simulent l'intérêt, mais qui mesurent tes mouvements. Il y a des personnes qui ont perfectionné l'art de feindre l'affection parce qu'elles ont découvert que la gentillesse peut être le meilleur déguisement du mépris. Elles ne lèvent pas la voix, elles ne te confrontent pas, elles ne montrent pas d'hostilité ouverte, mais il suffit d'un geste, d'un silence ou d'un mot ambigu pour comprendre que quelque chose ne va pas. Le corps le sait avant l'esprit. Tu le sens dans ton estomac, dans la tension de l'air, dans cette sensation inconfortable que tu ne peux pas expliquer. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intuition. La première étape pour te protéger de la haine déguisée est de regarder au-delà du sourire. Observer ce que les mots ne disent pas. Écouter le ton plus que le discours. Quand quelqu'un te félicite, mais que son regard se durcit pour un instant. Quand quelqu'un te dit qu'il est heureux pour toi, mais change de sujet dès que tu parles de tes réussites. Quand on te donne un conseil qui cherche en réalité à te faire douter. La haine silencieuse se cache dans les nuances, dans les micro-gestes, dans les petits moments où l'énergie se tord même si la scène semble normale. Les stoïciens enseignaient que la véritable sagesse consiste à voir les choses telles qu'elles sont, pas comme nous voulons qu'elles soient. Marc Aurèle a écrit que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Et cela s'applique aussi aux autres. Leurs paroles peuvent tromper, mais leur énergie les trahit toujours. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais de former l'œil intérieur. Voir qui te célèbre avec le cœur et qui fait semblant de le faire. Reconnaître la fausseté n'est pas de l'amertume, c'est de la protection. Dans la vie quotidienne, pratiquer cette leçon signifie observer sans juger immédiatement, mais sans nier ce que l'on ressent. Si un sourire te met mal à l'aise, ne l'ignore pas. Si un geste aimable a un arrière-goût étrange, sois attentif. Souvent, le corps réagit avant que l'esprit ne comprenne, parce qu'il perçoit le déséquilibre. Ne réprime pas cette voix intérieure qui t'avertit. Il vaut mieux paraître distant que naïf. La naïveté face à l'hypocrisie est une forme d'autodestruction déguisée en bonté. Regarde comment les gens agissent quand ils n'ont pas besoin de faire semblant. Observe comment ils se comportent avec ceux qui ne peuvent rien leur offrir. Là, tu découvriras leur véritable nature. Celui qui te sourit seulement quand il a besoin de toi ne te respecte pas, il t'utilise. Et celui qui feint l'affection tout en gardant du ressentiment finira par le montrer tôt ou tard.
La haine ne peut pas se cacher pour toujours, car elle consume celui qui la ressent. Tôt ou tard, elle se filtre à travers le regard, la voix, la façon dont il mentionne ton nom. C'est pourquoi apprends à regarder au-delà du sourire et ne te laisse pas tromper par les apparences. Ne réponds pas avec de la haine, réponds avec de la distance. Ne cherche pas à te venger, cherche la clarté. Le véritable pouvoir réside dans l'observation, pas dans la réaction. La plupart ne supportent pas d'être observés attentivement, car l'observateur conscient révèle leur fausseté. Alors ouvre les yeux mais aussi l'âme. Apprends à lire l'énergie derrière le geste, l'intention derrière le mot, et le silence derrière l'applaudissement. Celui qui te hait en silence ne supportera pas ton calme. Parce que la haine a besoin du conflit pour survivre, et quand elle ne le trouve pas, elle se noie dans sa propre obscurité. 2. Observe le silence face à tes réussites. L'applaudissement le plus fort ne vient pas toujours du bruit. Parfois, il vient du silence. Ce silence inconfortable, lourd, qui apparaît lorsque tu partages quelque chose de bon et que les regards se détournent. C'est le silence de celui qui ne peut pas te féliciter parce que ton éclat lui rappelle son ombre. Quand tu avances, certains ne le supportent pas parce que ton progrès leur montre ce qu'ils n'ont pas osé essayer. La haine déguisée ne s'exprime pas toujours avec des mots. Souvent, elle s'exprime par leur absence. Regarde bien qui applaudit quand tu gagnes et qui observe seulement avec un sourire figé. Le silence face à tes réussites est un signe plus clair que n'importe quelle insulte, parce que celui qui t'apprécie vraiment célèbre avec toi, sans réserve, sans se comparer, sans se justifier. En revanche, celui qui te hait en silence se cache derrière des phrases courtes, évasives, avec ce sourire mécanique qui cherche à feindre le soutien tout en brûlant de l'intérieur. Et il ne le fait pas parce que tu es son ennemi, mais parce que ton avancement lui rappelle son immobilisme. Ta lumière les dérange, parce qu'elle éclaire les ombres qu'ils préfèrent ne pas voir. Le stoïcisme enseigne à ne pas dépendre de la reconnaissance d'autrui, mais aussi à l'observer avec sagesse. Sénèque disait que nous ne devons pas attendre de gratitude, parce que celui qui agit avec vertu le fait par conviction, non pour l'applaudissement. Cependant, observer le manque de reconnaissance est une façon de comprendre l'environnement. Il ne s'agit pas d'exiger une validation, mais d'identifier qui est vraiment avec toi et qui fait semblant de l'être en attendant que tu échoues. Dans le silence des faux amis habite l'envie déguisée en neutralité. Dans la vie quotidienne, tu peux le remarquer dans les petits détails. Quand tu partages une réussite et que quelqu'un change de sujet, quand tu réussis quelque chose d'important et que cette personne se contente de dire « c'est bien » sans émotion, quand tu te rends compte qu'elle ne te demande jamais comment tu vas ou ce que tu construis. La haine silencieuse se nourrit de cette apparente indifférence. Il ne cherche pas à te renverser ouvertement, juste à te faire sentir invisible, comme si tes efforts n'avaient pas de valeur. Ce qui est dangereux, c'est quand tu tombes dans le piège de le justifier. Quand tu penses que ce n'est peut-être pas si grave, que cette personne est réservée. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas de la réserve, c'est de l'inconfort. Ton succès les confronte à leur propre manque, et au lieu de s'inspirer, ils choisissent de ressentir du ressentiment. L'âme petite ne supporte pas la grandeur d'autrui. C'est pourquoi elle la minimise, l'ignore ou la fait taire. Pratiquer cette leçon signifie maintenir la sérénité face au silence d'autrui. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton bonheur, ni de mendier de la reconnaissance. La validation la plus puissante est la tienne. Quand tu réussis quelque chose, célèbre-le en silence si nécessaire, mais ne te rabaisse jamais pour que les autres ne se sentent pas inférieurs. N'éteins pas ta lumière pour que personne ne se sente à l'aise dans son obscurité. Le stoïcien ne se vante pas et ne s'excuse pas pour son avancement. Il continue simplement, sans besoin d'approbation. Le silence face à tes réussites est un miroir, et ce qu'il reflète n'est pas ta valeur, mais celle des autres. Celui qui se tait face à ta croissance révèle son envie, et celui qui te félicite sincèrement démontre sa grandeur. Apprends à les distinguer, mais ne les juge pas, car chacun agit selon son niveau de conscience. Toi, continue à avancer calmement, humblement, avec concentration, parce que le véritable succès n'a pas besoin de témoins.
seulement de cohérence. Et quand quelqu'un te hait en silence pour ce que tu as accompli, rappelle-toi que ton progrès est son miroir et que tout le monde n'est pas prêt à se regarder dedans. 3. Ne cherche pas là où il n'y a pas de réciprocité. Il y a des relations qui sont comme des miroirs brisés. Ils reflètent une partie de toi, mais jamais complètement. Peu importe combien tu essaies de rassembler les fragments, ils finissent toujours par te couper. Chercher la réciprocité chez quelqu'un qui ne ressent pas la même chose, c'est comme essayer de remplir un verre sans fond. Tu donnes, tu offres, tu insistes, mais rien ne revient. Et le problème n'est pas que l'autre personne ne peut pas donner, c'est qu'elle ne veut pas. La haine silencieuse se nourrit de cette dynamique, de te faire croire que le problème c'est toi parce que tu attends ce qui est juste. Il y a ceux qui aiment te voir insister, parce que dans ton effort, ils voient une forme de pouvoir. Ils feindront l'affection, l'attention ou l'intérêt juste assez pour te garder prêt, mais pas assez pour construire quelque chose de réel. Ils te feront te sentir coupable d'attendre du respect. Ils t'accuseront d'exagérer quand tu demanderas de la clarté. Et si tu t'éloignes, ils te pointeront du doigt comme celui qui a abandonné. C'est ainsi que la haine déguisée agit. Elle se déguise en désintérêt, mais derrière, il y a un plaisir subtil à te voir t'épuiser. Le stoïcisme enseigne que la valeur n'est pas dans le fait d'être correspondant, mais dans l'action conforme à la vertu. Sénèque disait que le sage ne donne pas pour recevoir, mais parce que donner fait partie de sa nature. Cependant, il avertissait aussi qu'il ne faut pas gaspiller d'énergie sur ce qui n'a pas de racines. L'âme noble n'a pas besoin de mendier de l'affection, car elle comprend que l'amour forcé devient un esclavage émotionnel. Demander de la réciprocité là où il n'y en a pas, c'est mendier de l'attention là où tu devrais semer de la dignité. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des conversations où tu poses toujours des questions et l'autre ne le fait jamais. Dans des plans où tu proposes et l'autre ne fait que participer. Dans des gestes qui ne sont pas rendus, dans des faveurs qui sont oubliées, dans des silences prolongés quand tu parles avec sincérité. La haine silencieuse ne crie pas toujours. Parfois elle ne répond simplement pas. L'indifférence est son langage le plus raffiné, sa forme la plus cruelle de te faire sentir invisible. Cesser de chercher la réciprocité ne signifie pas devenir froid. Cela signifie mettre des limites. Il ne s'agit pas de cesser de donner, mais de ne pas donner là où il n'y a pas de réception. L'âme forte ne supplie pas la présence, elle crée de la distance. Il ne s'agit pas d'orgueil, mais d'amour propre. Le stoïcien observe, évalue et agit avec sérénité. Si une relation ne coule pas dans les deux sens, choisis de te retirer sans ressentiment. Car insister pour être valorisé par quelqu'un qui ne t'apprécie pas est une forme silencieuse d'autodestruction. Apprendre cette leçon nécessite du courage. Il faut accepter que certaines personnes ne te valorisent que lorsque tu les perds. Tant qu'ils te tiennent à disposition, ils se sentent supérieurs. Mais le jour où tu décides d'arrêter le flux de ton énergie, la dynamique change. Tu découvres que le pouvoir n'était jamais d'être aimé, mais de cesser de dépendre de l'approbation des autres. La véritable liberté émotionnelle naît lorsque tu n'as plus besoin d'être choisi pour te sentir complet. Pratique cela en silence. Retire ton attention sans explication. L'absence révèle souvent plus que 1000 mots. Celui qui t'appréciait vraiment le ressentira, et celui qui ne le faisait pas continuera simplement sa vie. Dans les deux cas, tu gagnes, car tu récupères ton énergie, ta tranquillité et ton temps. Ne cherche pas la réciprocité chez ceux qui ne savent que recevoir, car ce que tu donnes ne fleurit pas sur un terrain stérile. Et quand tu t'éloignes, ne regarde pas en arrière avec rancune, regarde avec gratitude, car chaque relation déséquilibrée t'apprend une vérité. Tout le monde n'a pas la capacité d'aimer comme tu le fais. Et cela, loin d'être une perte, est une leçon qui te libère. 4. N'accepte pas les blagues qui blessent. Il existe des couteaux qui ne coupent pas la viande, mais l'estime de soi. Ils s'appellent des blagues, mais derrière leur tranchant se cache du poison. Ces phrases déguisées en humour qui cherchent à te rabaisser devant les autres, tandis que l'agresseur sourit et dit « c'était juste une blague ». La haine silencieuse se cache souvent derrière le rire.
Car celui qui ne peut pas t'attaquer de front te ridiculise en déguisant son mépris en jeu. Et le plus triste, c'est que souvent tu finis par rire pour ne pas paraître faible, alors qu'en réalité tu es blessé en public avec ton propre consentement. Le sarcasme malveillant est l'un des outils les plus courants de la haine passive. Il n'a pas besoin de te crier ce qu'il ressent, il suffit de te faire sentir petit devant les autres. C'est un coup déguisé en rire, une agression sans conséquences apparentes. Et chaque fois que tu le permets, tu renforces son pouvoir. Car ne pas répondre à une blague cruelle par peur de paraître sensible est une forme d'auto-abandon. Défendre ta dignité n'est pas un manque d'humour, c'est du respect pour toi-même. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas nous laisser perturber par les paroles des autres, mais cela ne signifie pas accepter le manque de respect. Épictète disait que les choses ne nous affectent pas par ce qu'elles sont, mais par l'interprétation que nous en faisons. Et tu peux décider de ne pas absorber le poison, mais tu peux aussi décider de ne pas rester là où il est servi. Tout silence n'est pas sagesse. Parfois, c'est complicité. Apprendre à poser des limites est un signe de force, pas de faiblesse. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste dans ces réunions où quelqu'un fait toujours des commentaires sur ta façon de parler, ton apparence ou tes erreurs passées. Dans ces amis qui trouvent toujours un moyen de te faire paraître mal et qui disent ensuite « ne le prends pas au sérieux ». Dans les membres de la famille qui utilisent l'humour pour te rappeler tes échecs. C'est un jeu pervers qui déguise le mépris en proximité. Ne te trompe pas. Celui qui te blesse constamment sous prétexte de plaisanter ne t'apprécie pas, il te teste, il te mesure. Il cherche ton point faible. Pratiquer cette leçon signifie apprendre à arrêter de rire quand quelque chose n'est pas drôle. À regarder avec sérénité et à dire, sans colère mais avec fermeté, ça ne me fait pas rire. Cette simple phrase a plus de pouvoir qu'une dispute. Car celui qui plaisante avec malice n'attend pas de résistance, il attend de la soumission. Quand il voit que cela ne t'affecte pas, il perd le contrôle. Ne réponds pas avec colère, réponds avec calme, avec une distance émotionnelle. L'indifférence face à la provocation est un coup de maître, car elle révèle que tu ne dépends plus de l'approbation de l'autre. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de sérieux ou de rigide, mais quelqu'un de conscient. L'humour est beau quand il unit, mais destructeur quand il humilie. Le rire sincère soulage l'âme, mais le rire forcé la trahit. Ne laisse pas quelqu'un utiliser ton éducation ou ta patience pour te manquer de respect. La haine silencieuse se nourrit du consentement. Et chaque fois que tu te tais face à une moquerie injuste, tu dis sans mots « continue ». Rappelle-toi ceci, le sage ne cherche pas à être craint, mais il ne permet pas non plus d'être ridiculisé. La dignité ne se négocie pas, elle s'impose par la présence. Celui qui t'apprécie vraiment prend soin de ses mots même quand il plaisante. Et celui qui te hait en silence se trahit à chaque éclat de rire forcé. N'accepte pas les blagues qui blessent, car le respect ne se demande pas, il se démontre en ne tolérant pas ce qui le détruit. Et quand quelqu'un utilise l'humour comme une arme, regarde-le dans les yeux et souris calmement. La vérité la plus inconfortable pour celui qui méprise est de ne pas pouvoir te briser. 5. Méfiez-vous de l'aide qui fait mal. Toutes les mains tendues ne veulent pas vous aider à vous relever. Certaines veulent juste vérifier à quel point il est facile de vous repousser au sol. Il y a des aides qui ne guérissent pas, elles manipulent. Des personnes qui s'approchent sous le déguisement du soutien, mais ce qu'elles cherchent vraiment, c'est le contrôle. La haine silencieuse ne s'exprime pas toujours par des mots agressifs. Parfois, elle se déguise en bonté. Ils vous offrent des conseils qui vous font douter. Ils vous aident d'une manière qui vous fait sentir dépendant. Ils vous sauvent des problèmes qu'ils ont eux-mêmes aidé à créer. Ils le font pour vous garder en dette, pour vous rappeler que sans eux, vous ne pouvez pas. Et quand ils y parviennent, ils sourient, car il n'y a pas de manière plus subtile de dominer que de déguiser le poison en secours. Ce genre d'aide toxique se reconnaît à son déséquilibre. Vous finissez toujours par devoir quelque chose, même si vous ne l'avez pas demandé. Ce n'est pas fait par empathie, c'est fait par ego. Celui qui vous déteste en silence ne veut pas vous voir tomber, il veut vous voir à genoux.
Leur apparente générosité est un contrat invisible où vous apportez la gratitude et eux le contrôle. Ils vous font sentir que vous leur devez votre bien-être, que sans leur guide ou leur conseil, vous ne pourriez pas avancer. Mais le véritable soutien ne cherche jamais de crédit, seulement la liberté. Celui qui vous aide avec pureté le fait et s'éloigne, sans vous le rappeler. Le stoïcisme enseigne que la vertu est d'agir sans arrière-pensée. Marc Aurèle a écrit que l'action bonne est celle qui ne cherche ni récompense ni reconnaissance. Sous cette idée, l'aide qui fait mal cesse d'être une vertu, car elle devient un instrument de pouvoir. Le sage accepte l'aide sincère, mais il reconnaît aussi qu'en derrière un geste aimable se cache une manipulation. Il ne s'agit pas de se fermer aux autres, mais d'apprendre à observer les intentions réelles. Dans la vie quotidienne, ce type de haine se manifeste dans des détails presque invisibles. Cet ami qui se propose toujours de vous conseiller, mais qui vous fait vous sentir incapable. Cette personne qui vous dit « je veux juste t'aider », mais qui finit par prendre des décisions pour vous. Ou celui qui vous prête quelque chose et l'utilise ensuite comme un rappel constant de sa supériorité. Ce sont des formes déguisées de domination émotionnelle. Ils vous font croire que sans eux, vous êtes perdu, alors qu'en réalité, c'est vous qui soutenez la relation. Pratiquer cette leçon implique de récupérer votre pouvoir sans confrontation directe. Remerciez si vous le jugez nécessaire, mais ne vous soumettez pas. Apprenez à distinguer entre le soutien véritable et l'aide qui blesse votre autonomie. Quand quelqu'un vous aide et que vous vous sentez libre, c'est sincère. Quand il vous aide et que vous vous sentez redevable, c'est du contrôle. La différence réside dans la façon dont vous vous sentez après le geste. Vous n'avez pas besoin de couper immédiatement les ponts avec ces personnes. Il suffit de limiter l'accès qu'elles ont à votre vie. Tout le monde ne mérite pas de connaître vos faiblesses, car certains ne les utilisent que comme une carte pour vous attaquer. Se méfier de l'aide qui fait mal n'est pas devenir méfiant, c'est apprendre à protéger votre énergie. Ne laissez pas le déguisement de la gentillesse vous aveugler face à la manipulation. La véritable force n'est pas de rejeter tout, mais de reconnaître ce qui vous vole de l'énergie. Le stoïcien observe le mouvement de l'autre sans perdre son équilibre. Si quelqu'un vous offre de l'aide, demandez-vous si derrière, il y a du respect ou du contrôle. Et si la réponse vous laisse dans le doute, éloignez-vous calmement. La vie devient plus légère lorsque vous apprenez que toute lumière n'éclaire pas. Certaines ne font que vous éblouir pour que vous ne voyiez pas l'ombre qui se cache derrière. Celui qui vous déteste en silence le fait souvent en souriant, mais son aide laisse des traces, insécurité, dépendance et culpabilité. Et l'âme qui s'est déjà éveillée n'a pas besoin de sauveur déguisé, seulement de chemin clair. 6. Reconnais l'indifférence face à ta douleur. La glace n'a pas besoin de mots pour brûler. L'indifférence fonctionne de la même manière. Elle ne crie pas, ne frappe pas, ne discute pas, mais elle gèle l'âme petit à petit. Celui qui te hait en silence ne t'attaque pas toujours. Souvent, il cesse simplement de te voir. Il n'y a pas de geste plus cruel que l'absence d'empathie déguisée en calme. Quand tu partages quelque chose qui te fait mal et que la réponse est un haussement d'épaule, un regard vide ou un « bon », ça passera. Tu es face à quelqu'un qui prend plaisir à te voir te briser sans lever le petit doigt. Cette froideur n'est pas un hasard, c'est un calcul. Et la haine la plus dangereuse n'est pas celle qui détruit, mais celle qui regarde ta chute avec sérénité. L'indifférence est le langage du mépris raffiné. Elle n'a pas besoin de conflit, elle se nourrit de ton désir de connexion. Quand tu souffres, tu attends un mot, une présence, un geste humain, mais tu reçois le silence. Et ce silence fait plus mal que n'importe quelle insulte. Parce que derrière lui se cache une déclaration invisible. Ta douleur ne m'importe pas. Ils le déguisent en occupation, en distraction, en manque de temps, mais au fond ils se sentent satisfaits de te voir faible. Ils veulent que tu sentes que tu ne vaux pas autant que tu le pensais, que ta douleur ne mérite pas d'attention. C'est la forme la plus sophistiquée de la haine cachée. Ils t'ignorent tout en disant qu'ils sont là pour toi. Le stoïcisme enseigne à ne pas dépendre émotionnellement de la compassion des autres. Marc Aurèle a écrit que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu le gères qui définit ta force.
Mais cela ne signifie pas que tu dois normaliser la froideur des autres. Tu peux être fort sans permettre qu'on te déshumanise. Le sage comprend que l'amour véritable se démontre par la présence, pas par les promesses. Celui qui te valorise ne disparaît pas quand tu souffres, il reste, même s'il n'a pas de réponse. Et celui qui te hait en silence trouve dans ta tristesse son spectacle. Dans la vie quotidienne, l'indifférence face à ta douleur peut se voir dans les petites choses. Quand tu racontes quelque chose de difficile et que la conversation change de sujet, quand ta vulnérabilité rencontre un « ne dramatise pas », quand le message que tu envoies dans un moment de besoin reste vu sans réponse. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes, parce que personne n'est si occupé qu'il ne peut pas montrer d'empathie. L'indifférence est un choix, et celui qui l'a choisi démontre plus que ce qu'il dit. Pratiquer cette leçon implique d'accepter la réalité sans dramatisation, mais avec clarté. Tout le monde ne ressentira pas avec toi, et c'est bien. Mais certains resteront silencieux, non pas par manque de compréhension, mais par satisfaction. Apprends à reconnaître la différence entre le silence qui respecte ton processus et le silence qui se nourrit de lui. Ne te rabaisse pas en demandant de l'attention, car l'affection forcée ne console pas, elle humilie. Le stoïcien ne cherche pas de consolation, il cherche l'équilibre. Et une partie de cet équilibre est de comprendre que ta valeur ne dépend pas de l'empathie des autres. Quand tu remarques de l'indifférence face à ta douleur, ne deviens pas son miroir. Ne deviens pas aussi froid, éloigne-toi simplement. La distance est la réponse la plus intelligente à celui qui jouit de ta tristesse. Ne leur donne pas le pouvoir de te voir mendier de la compréhension. Garde ton calme. Respire et souviens-toi que la force émotionnelle ne se démontre pas en supportant la froideur, mais en choisissant de ne pas rester là où ta vulnérabilité est un motif de mépris. Parce que l'âme mature comprend qu'elle ne peut pas changer ce que les autres ressentent, mais elle peut décider à quel point cela l'affecte. Celui qui te valorise t'écoute, même s'il ne comprend pas tout. Celui qui te hait en silence fait semblant de ne pas écouter, même s'il comprend parfaitement. Et la leçon finale est celle-ci. Tout le monde ne mérite pas de connaître ta douleur. Garde-la pour ceux qui en prennent soin, pas pour ceux qui en jouissent. 7. Méfiez-vous du poison déguisé en inquiétude. Certains serpents n'attaquent pas immédiatement. Ils s'approchent doucement, s'enroulent autour de vous et murmurent « Je le fais pour ton bien ». C'est ainsi que se comportent ceux qui cachent la haine derrière l'inquiétude. Ils ne te critiquent pas ouvertement, mais te limitent avec des phrases déguisées en soins. Ils te disent « Ne te fatigue pas trop, tu ne pourras pas. Je veux juste que tu ne sois pas déçu, ou peut-être que ce n'est pas pour toi. » Ils semblent te protéger, mais ce qu'ils font vraiment, c'est semer la peur. C'est leur stratégie, déguiser l'envie en conseil et l'hostilité en tendresse. La haine silencieuse la plus habile ne crie pas ni n'offense, elle conseille. Elle le fait depuis une position morale, avec une voix calme et un regard aimable. Mais si tu observes bien, tu remarqueras que leurs paroles ne te renforcent pas, elles te retiennent. Ils ne cherchent pas ta croissance, ils cherchent ta paralysie. Parce que si tu avances, ils perdent le contrôle qu'ils ont sur toi. Ils disent être inquiets pour toi, mais ce qui les inquiète vraiment, c'est que tu découvres ton pouvoir. Leur fausse empathie est un filet émotionnel qui te piège avec des fils de doute et de culpabilité. Ils veulent que tu te sentes incapable sans eux, que tu aies besoin de leur approbation pour décider. Le stoïcisme enseigne à distinguer entre l'intention et l'action. Sénèque disait que ce n'est pas le sage qui le semble, mais celui qui agit avec vertu. L'inquiétude véritable cherche ta liberté, pas ta dépendance. Si quelqu'un te met en garde contre un risque, mais le fait pour que tu sois plus fort, il prend soin de toi. Mais s'il le fait pour que tu t'arrêtes, il te limite. Le sage n'accepte pas les conseils par simple courtoisie. Il les évalue avec raison et sérénité. Tout ce qui sonne gentil ne vient pas d'un bon cœur. Dans la vie quotidienne, ce poison apparaît souvent au moment où tu es sur le point de grandir. Quand tu décides d'entreprendre quelque chose de nouveau, il y a toujours quelqu'un qui dit « Je veux juste éviter que tu te blesses ». Quand tu es heureux, le commentaire qui sème l'insécurité apparaît « Je suis content pour toi, mais ne fais pas trop confiance, ça peut mal tourner ».
Ou quand tu commences à changer, tu entends « je te trouve différent et pas en bien ». Ce ne sont pas des mots innocents, ce sont des doses de doute qui cherchent à freiner ton avancement tout en se protégeant avec le déguisement de l'affection. Pratiquer cette leçon nécessite d'observer la sensation qui reste après chaque conversation. Si quelqu'un te parle et que tu te sens plus petit, plus incertain ou plus confus, cette personne ne prend pas soin de toi, elle te draine. Peu importe le ton doux ou les mots gentils, ce qui compte, c'est l'effet qu'il laisse. La véritable inquiétude te donne la tranquillité, pas l'anxiété. Elle te pousse, elle ne te retient pas. Et quand tu comprendras cela, tu commenceras à voir que la manipulation la plus dangereuse ne vient pas de l'ennemi déclaré, mais de l'ami déguisé. Ne les affronte pas avec colère, car c'est exactement ce qu'ils cherchent. Te voir perturbé, vulnérable, douter de toi. Réponds avec sérénité. Remercie pour le conseil, mais continue ton chemin. Rien ne les déconcerte plus que ta tranquillité. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas contrôler ce que les autres disent, mais il peut décider quelles paroles il laisse entrer dans son esprit. Ne te laisse pas intoxiquer par le doute des autres. Si tu crois en ce que tu fais, continue. La haine déguisée en inquiétude est une arme subtile. Elle te blesse tout en semblant te protéger. C'est pourquoi la seule défense réelle est la clarté. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni d'expliquer tes décisions à celui qui ne souhaite pas te voir libre. 8. Apprends à partir avec dignité. Il arrive un moment où l'âme se fatigue simplement. Pas d'aimer, mais d'insister là où il n'y a pas de respect. C'est comme rester dans une pièce où l'air est devenu lourd, où la lumière ne pénètre plus et où l'on reste par habitude. Savoir partir n'est pas une faiblesse, c'est un art. C'est l'acte silencieux de celui qui a compris qu'on ne peut pas construire la paix dans un endroit où l'on sème le poison. Parfois, le plus grand signe de force n'est pas de résister, mais de partir sans rancœur, avec la sérénité de celui qui n'a rien à prouver. La haine silencieuse se nourrit de ta présence. Tant que tu restes là, elle continue à respirer. Parce que celui qui te hait en silence ne veut pas te perdre complètement. Il veut te garder près de lui pour continuer à contrôler le récit. Ils te feront croire que t'éloigner est égoïste, que renoncer est un échec, que partir est une trahison. Mais en réalité, partir est une façon de dire « je n'accepte plus moins que ce que je mérite ». Le stoïcisme enseigne que la vertu consiste à agir selon la raison, pas selon l'attachement. Et la raison, souvent, te demande de te retirer sans regarder en arrière. Marc Aurèle le disait clairement. Ne discute pas avec les fous, car ils te tireront à leur niveau, et là, ils te vaincront. Il en va de même pour ceux qui déguisent le mépris en affection. Rester, c'est perdre. Apprendre à partir avec dignité ne signifie pas le faire avec fierté ou froideur. Cela signifie le faire avec conscience. Savoir que tu n'as plus besoin de justifier ton absence, parce que ta présence a été suffisante tant qu'elle a duré. Dans la vie quotidienne, cela implique de cesser d'insister sur des conversations qui n'avancent pas, des relations qui ne font que t'épuiser, des environnements où le respect est devenu une exception. Tu n'as pas besoin de crier pour fermer un cycle. Il suffit de faire un pas en arrière et d'observer comment le silence s'occupe du reste. La haine silencieuse ne supporte pas l'indifférence, car elle se nourrit du conflit. Quand tu ne réponds pas, quand tu ne discutes pas, quand tu pars simplement, tu lui enlèves sa nourriture. Il n'y a pas de vengeance plus élégante que la distance. La dignité est l'arme la plus puissante de l'âme sereine, car elle prive de pouvoir celui qui cherchait à te provoquer. Partir avec dignité n'est pas se retirer de l'amour, c'est se retirer de l'épuisement. Ce n'est pas fermer le cœur, c'est choisir la paix plutôt que la bataille. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas contrôler le comportement des autres, mais il peut contrôler quand arrêter de le supporter. Sénèque disait que le temps est le bien le plus précieux, et le gaspiller sur ceux qui ne le méritent pas est la forme la plus silencieuse d'autodestruction. Lorsque tu décides de partir, tu récupères ce temps. Tu le transformes en énergie, en calme, en clarté. Parce que personne ne fleurit sur un terrain où la seule chose qui pousse est le ressentiment. En pratique, partir avec dignité signifie ne pas répondre aux provocations, ne pas justifier tes décisions devant ceux qui les ont déjà jugées et ne pas attendre des excuses qui n'arriveront jamais.
Tu n'as pas besoin d'annoncer ton départ, ni de le rendre dramatique. La véritable sortie se fait en silence, avec des pas fermes et la conscience tranquille. Parce que la dignité ne fait pas de bruit, mais son absence se remarque. Celui qui t'a sous-estimé comprendra trop tard que ton silence était un adieu, pas une pause. Partir n'est pas toujours un adieu aux autres, parfois c'est un retour à soi. Lorsque tu choisis ta paix plutôt que l'acceptation, tu récupères ton pouvoir. Et même si ça fait mal, tu découvriras que ce que tu perds vraiment en partant n'était pas de l'amour, c'était une illusion. L'amour ne manipule pas, ne blesse pas, ne empoisonne pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Ton esprit est ton champ de bataille. Chaque doute, chaque pensée qui te retient est un ennemi qui essaie de te faire reculer. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de contrôle. Parce que la plupart ne se perdent pas par manque d'opportunité, mais par excès de bruit mental. Le stoïcisme n'est pas une théorie à lire quand tu as le temps. C'est un outil à utiliser quand la vie devient difficile. Quand ta tête se remplit de pensées qui ne te laissent pas avancer, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tout ira bien. Tu as besoin de clarté, précision, action. C'est ce qui différencie ceux qui progressent de ceux qui sont paralysés. Ceux qui avancent n'attendent pas de se sentir prêts, ils agissent simplement. Et c'est l'essence du stoïcisme, transformer l'esprit en une machine d'action consciente. Le monde t'a appris à réagir à tout, mais pas à penser calmement. On t'a formé à courir après l'approbation, pas à maintenir le focus. C'est pourquoi le véritable défi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Apprendre à maîtriser ton esprit, c'est apprendre à diriger ton destin. Celui qui contrôle sa pensée contrôle son chemin. Cette vidéo ne cherche pas à t'inspirer avec des mots vides, elle cherche à te réveiller. Elle montrera comment appliquer le stoïcisme dans la vie réelle, comment surmonter le doute, comment retrouver la clarté mentale et comment transformer ce que tu penses en mouvement efficace. 8 leçons pratiques pour arrêter de tourner en rond et commencer à agir avec fermeté, sérénité et but. Parce que le moment parfait n'existe pas, mais la décision d'avancer, oui. 1. Maîtrise ton esprit. L'esprit est comme une ville qui ne dort jamais. En elle, les rues sont remplies de pensées qui courent sans contrôle. Certaines crient, d'autres se contredisent, et seuls quelques-uns gardent le silence en observant le chaos. Cette ville peut être ta forteresse ou ta prison, selon qui gouverne. Si tu laisses tes pensées te diriger, tu finis par être un citoyen de plus perdu dans le bruit. Mais si tu apprends à gouverner ton esprit, tu deviens l'architecte de l'ordre au milieu du chaos. Maîtriser l'esprit ne signifie pas éliminer les pensées, mais apprendre à les diriger. Le stoïcisme l'enseigne clairement. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes. Et cette différence change tout. Chaque fois que ton esprit doute, il crée un labyrinthe. Chaque fois que tu répètes ce que tu crains, tu nourris un ennemi invisible. Le contrôle mental ne s'obtient pas avec des phrases motivantes. Il se construit avec la pratique, l'observation, la discipline. Le stoïcien ne cherche pas à éteindre ses émotions, il les comprend, les canalise et les utilise à son avantage. Maîtriser l'esprit, c'est apprendre à s'asseoir avec ses pensées sans se laisser emporter par elles. C'est pouvoir regarder la peur en face sans fuir et reconnaître que l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est dans l'interprétation que tu fais de ce que tu vis. Quand quelque chose te dérange, ne réagis pas. Respire, observe, comprends. À cet instant, tu entraînes ton esprit. Quand l'impatience veut te pousser à agir sans réfléchir, arrête-toi une seconde et choisis avec intention. Cette seconde de contrôle peut changer le cours de tout. Marc Aurèle le savait, ton esprit devient ce à quoi tu penses habituellement. Si ton esprit est plein de plaintes, tu deviens une victime. Si ton esprit est plein d'action, tu te transformes en protagoniste. Maîtriser l'esprit n'est pas un événement, c'est une pratique quotidienne.
Chaque pensée négative est une opportunité pour renforcer la clarté, chaque émotion intense est une opportunité pour appliquer la tempérance. Le contrôle n'arrive pas par magie, il arrive quand tu choisis consciemment de ne pas nourrir ce qui te détruit. Tu ne peux pas empêcher les pensées d'apparaître, mais tu peux décider lesquelles tu laisses rester. C'est là la véritable liberté intérieure. Rappelle-toi que celui qui maîtrise son esprit ne cherche pas toujours à avoir raison, il cherche à avoir la paix. Le stoïcien comprend que l'esprit s'entraîne comme un muscle, avec constance et effort. Si chaque jour tu diriges tes pensées vers ce que tu peux contrôler, tu commences à libérer de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. C'est un travail silencieux, mais puissant. Personne ne le voit, mais tout le monde le ressent. On le remarque dans ton calme, dans ta façon de parler, dans la confiance avec laquelle tu agis. Quand tu maîtrises ton esprit, la vie cesse d'être une série de réactions impulsives et devient une séquence de décisions conscientes. Tu cesses d'être l'esclave de la peur, de l'anxiété ou des opinions des autres. Tu commences à vivre depuis le centre, pas depuis le chaos. Et là, juste là, tu découvres la force que tu as toujours eue, mais qui était cachée sous des couches de bruit mental. Maîtriser l'esprit n'est pas seulement le premier pas, c'est le fondement de tout le reste. Parce que si tu réussis à te contrôler toi-même, rien ni personne ne pourra jamais te contrôler. 2. Réinterprète la réalité. La réalité est comme un miroir brisé. Chaque fragment reflète une partie différente du même fait, et la plupart se coupent en essayant de comprendre quel est le véritable reflet. Mais le problème n'est pas dans le miroir, mais dans la façon dont tu le regardes. Réinterpréter la réalité ne signifie pas nier ce qui se passe, mais apprendre à regarder à nouveau, sous un autre angle, avec un autre esprit. Ce qui te blesse n'est pas le fait, c'est le sens que tu lui donnes. Et c'est là que le stoïcisme devient un outil puissant. Il ne change pas le monde que tu vois, il change la façon dont tu le vois. Combien de fois as-tu senti que tout était contre toi, alors qu'en réalité, ce n'était que ta perception obscurcie par la frustration ou la peur? Quand tu crois que les choses t'arrivent, tu deviens une victime d'elles. Mais quand tu comprends que tout ce qui se passe est une opportunité pour entraîner ton esprit, la vie change de ton. Les problèmes cessent d'être des murs et deviennent des marches. Le stoïcisme enseigne que les faits sont neutres. Ce qui les rend bons ou mauvais est ton interprétation. Et celui qui maîtrise son interprétation maîtrise son destin. Pense aux fois où une déception t'a conduit à quelque chose de mieux, ou quand un rejet t'a obligé à t'améliorer. Sur le moment, ça a fait mal, mais après tu as compris pourquoi ça devait être ainsi. C'est ça réinterpréter. Regarder avec sagesse ce que tu regardais auparavant avec colère. Marc Aurèle l'a résumé avec précision. Si quelque chose d'extérieur te dérange, ce n'est pas cela qui te dérange, mais ton jugement sur cela, et tu as le pouvoir de révoquer ce jugement maintenant. Cette phrase n'est pas un conseil, c'est une stratégie mentale pour vivre avec clarté. Chaque jour, tu as la possibilité de choisir comment tu réagis à ce qui se passe. Tu peux continuer à répéter l'histoire de la victime, ou tu peux la réécrire en tant que protagoniste. Quand tu réinterprètes la réalité, tu arrêtes de te battre avec ce que tu ne peux pas contrôler et tu commences à collaborer avec. Si tu perds quelque chose, tu ne te demandes pas « pourquoi moi ?» Mais à quoi cela me sert-il? Cette question transforme la douleur en croissance et la frustration en élan. C'est le changement de perspective qui sépare celui qui s'enfonce de celui qui s'élève. Réinterpréter la réalité est une pratique qui exige de l'humilité. Parce qu'elle implique d'accepter que ta première réaction n'est presque jamais la plus sage. L'esprit veut juger rapidement, étiqueter, condamner. Mais le stoïcien apprend à faire une pause, à observer, à repenser. Cette pause n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Dans cette pause naît la clarté. Et avec la clarté naît l'action correcte. Le monde n'a pas besoin de plus de gens réactifs. Il a besoin d'esprits qui savent interpréter sans déformer. Chaque fois que la vie te met au défi, rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler le sens que tu lui donnes. Tu peux transformer l'adversité en une histoire de pouvoir ou en une excuse pour abandonner. Ce choix se fait à l'intérieur, pas à l'extérieur.
Réinterpréter la réalité est l'art de transformer les coups en leçons, les pertes en apprentissage et les chutes en élan. Quand tu y arrives, tu arrêtes de craindre les changements, parce que tu comprends que chaque tournant du destin apporte une opportunité cachée. La réalité ne change pas parce que tu le veux, elle change parce que tu changes. Et quand tu changes, tout ce que tu regardes s'adapte à ta nouvelle vision. Réinterpréter la réalité, c'est regarder le même monde, mais avec un autre esprit, un esprit qui ne se laisse plus emporter par l'émotion du moment, mais qui choisit de voir avec sagesse. C'est la différence entre vivre en réagissant et vivre en comprenant. Parce que celui qui réinterprète sa réalité cesse d'être prisonnier de ce qu'il voit et devient le créateur de ce qu'il comprend. 3. Agis sans hésiter. Le doute est comme une porte entrouverte que tu ne traverses jamais. Tu regardes ce qu'il y a de l'autre côté, tu imagines ce qui pourrait arriver, mais tu restes immobile. Les jours passent, les opportunités et la vie elle-même, pendant que tu restes là, arrêté entre la peur d'échouer et le désir d'avancer. Le stoïcisme enseigne que la pensée sans action n'est que du bruit mental. Il ne sert à rien d'avoir de la clarté si tu ne fais rien avec. Penser trop est le déguisement élégant de la peur. Chaque fois que tu reportes une décision, tu donnes du pouvoir au doute. Et le doute, lorsqu'il est nourri, se transforme en paralysie. Mais l'action, même la plus petite, coupe le cycle. L'esprit s'organise lorsque le corps bouge. Épictète le disait sans détour. Ne dis pas ce que tu vas faire, fais-le. Car celui qui agit sans dépendre de l'humeur ou des conditions parfaites devient quelqu'un de libre. Le mouvement dissipe la confusion. Agir sans hésiter n'est pas agir sans penser. C'est penser rapidement, décider clairement et bouger avec détermination. C'est comprendre que le temps ne t'attend pas et que chaque seconde que tu utilises pour analyser ce que tu sais déjà que tu dois faire est une seconde perdue. La plupart des gens n'échouent pas par manque de connaissances, ils échouent parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils savent. Et le stoïcien le comprend. La sagesse sans action est de l'arrogance. La peur de se tromper est le déguisement le plus courant du doute. Mais l'erreur ne détruit pas, l'immobilisme si. L'action ne garantit pas le succès, elle garantit l'évolution. Chaque pas, même le mauvais, t'apprend quelque chose que tu n'aurais pas appris en restant immobile. C'est pourquoi les stoïciens agissaient avec conviction, même dans l'incertitude. Ils savaient qu'il n'y a pas de clarté sans mouvement, que la certitude arrive après le premier pas, pas avant. Le doute vit dans la tête, mais la réponse vit dans l'action. Quand tu sens que ton esprit se remplit de questions, ne cherche pas plus de réponses, cherche le mouvement. Fais un pas, même s'il est petit. Appelle, écris, commence, essaie. L'action est l'antidote de la paralysie. Plus tu attends, plus la peur se renforce. L'action l'affaiblit, l'expose, la brise. Le stoïcien ne cherche pas de garantie, il cherche un but. Il ne reste pas à attendre le moment idéal parce qu'il comprend que le moment idéal n'existe pas. Il le construit avec ce qu'il a où il est et comme il peut. Agir sans hésiter, c'est prendre le contrôle total de ta vie. Cesser d'être spectateur pour devenir le protagoniste. Et cela demande du courage, mais aussi de l'humilité. Du courage pour avancer sans connaître le résultat, et de l'humilité pour accepter les erreurs qui viennent. Le monde est plein de gens qui pensent, mais il manque de gens qui agissent. Tout le monde veut des résultats, mais peu de gens bougent avec détermination. La différence n'est pas dans le talent, elle est dans le mouvement. Quand tu oses agir sans attendre l'approbation, quelque chose change en toi, tu récupères le pouvoir. Parce que l'action ne transforme pas seulement l'extérieur, elle reconfigure aussi l'intérieur. Elle te montre que tu peux, que la peur n'était qu'une ombre et que le doute était une illusion créée par l'inaction. Le stoïcisme ne te demande pas d'agir par impulsion, mais d'agir avec intention. Pense juste et bouge autant que nécessaire. Chaque action consciente te rapproche de la sérénité, car elle te sort du labyrinthe mental. Agir sans hésiter est une forme de respect de soi. C'est te dire à toi-même, je fais confiance à mon jugement, je fais confiance à ma force, je fais confiance à ma capacité de corriger si je fais une erreur. Parce que le véritable échec n'est pas d'agir mal, mais de ne jamais agir. Et quand tu comprends cela, tu découvres que le doute n'existe que tant que tu le permets. 4.
Renouvelle ta journée. Chaque aube est comme une feuille blanche, mais la plupart commencent la journée avec les mêmes tâches que la veille. Ils se réveillent en pensant à ce qui a mal tourné, à ce qu'ils n'ont pas réussi, à ce qui les a blessés. Ils répètent mentalement les erreurs, les disputes, les frustrations, puis se demandent pourquoi leur vie ne change pas. Si la pensée répète le passé, la journée répète l'histoire. C'est pourquoi le stoïcisme enseigne que chaque jour doit être vécu comme une nouvelle opportunité de recommencer à zéro. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de cesser de le porter. Renouveler votre journée est un acte de pouvoir mental. C'est dire, aujourd'hui, je ne vais pas laisser mon passé décider pour moi. L'esprit aime répéter des schémas, mais vous pouvez les briser. Vous pouvez commencer chaque matin avec une intention claire, plutôt qu'une pensée automatique. Les stoïciens le faisaient par la réflexion matinale. Ils se préparaient pour la journée comme un soldat aiguise son épée avant la bataille. Ils ne s'attendaient pas à ce que les choses soient faciles, ils s'entraînaient à répondre avec calme et détermination. Le renouvellement ne se produit pas avec des mots, il se produit avec des décisions. Il commence dans les premières minutes de la journée, lorsque vous choisissez si vous allez remplir votre esprit de distraction ou de direction. Si la première chose que vous faites en vous réveillant est de vérifier votre téléphone, vous avez déjà donné votre attention au monde. Si en revanche, vous choisissez de respirer, de remercier et d'établir un but, vous revendiquez votre pouvoir mental. C'est à ces moments que se définit le cours de toute la journée. Marc Aurèle écrivait chaque matin, en se rappelant que rien d'extérieur ne pouvait lui voler sa tranquillité. Il savait que l'esprit a besoin d'être dirigé avant de faire face au chaos. Renouveler votre journée signifie exactement cela. Vous reprogrammez avant de sortir dans le monde. Vous ne pouvez pas contrôler les imprévus, mais vous pouvez contrôler votre réponse à eux. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous irriter, mais vous pouvez décider de ne pas porter cette énergie toute la journée. Le contrôle de l'esprit commence par les petits choix quotidiens. Le problème est que la plupart des gens ne vivent pas leur journée, ils les survivent. Ils se traînent de devoir en devoir, sans prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils construisent. Le stoïcisme invite à faire le contraire, s'arrêter, observer et se demander si vous vivez ou si vous réagissez simplement. Chaque jour que vous répétez sans conscience est une opportunité gaspillée. Mais chaque jour que vous choisissez avec intention devient une pierre de plus dans la construction de votre sérénité. Renouveler votre journée, c'est aussi apprendre à lâcher prise avant de dormir. Les stoïciens pratiquaient la révision nocturne. Ils réfléchissaient à leurs actes sans culpabilité, juste pour s'améliorer. Ainsi, ils fermaient les cycles mentaux et permettaient au jour suivant de commencer libre de charges émotionnelles. Vous pouvez faire la même chose. Vous n'avez pas besoin de rituels compliqués, juste quelques minutes d'honnêteté avec vous-même. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je ne veux pas répéter demain? Cette simple pratique réentraîne votre esprit à apprendre sans se punir. Lorsque vous apprenez à renouveler votre journée, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de nouveaux départs chaque année, juste de nouvelles décisions chaque matin. La vie change lorsque vous changez votre façon de commencer. Chaque aube peut être une victoire silencieuse, si vous choisissez de diriger votre esprit avant que le monde ne le fasse pour vous. Et lorsque cela devient une habitude, la confusion se dissipe, l'énergie s'ordonne et la clarté apparaît. Renouveler votre journée est plus qu'une pratique stoïcienne. C'est une déclaration de liberté. C'est dire au passé qu'il ne commande plus, à la peur qu'elle ne décide plus et au chaos qu'il n'a pas accès à votre paix. 5. Garde ton calme. Le calme est comme un feu inversé. Il ne brûle pas, mais consume ce qui ne sert à rien. Celui qui le maîtrise peut traverser des tempêtes sans perdre sa direction. Mais celui qui le perd, même s'il fait beau, se sent pris au piège dans le chaos. Garder son calme ne signifie pas être dépourvu d'émotions, mais apprendre à les contrôler. C'est l'art de rester debout quand tout chancelle, de penser clairement quand les autres crient et de décider avec précision quand tout semble incertain. Nous vivons à une époque où la rapidité est de mise. Tout exige une réponse immédiate, et celui qui ne réagit pas rapidement semble être laissé pour compte. Cependant,
Ce qui détruit le plus n'est pas le mouvement, mais le mouvement sans contrôle. Le stoïcien comprend que la véritable force n'est pas dans la réaction, mais dans le choix du moment et de la manière de réagir. Chaque fois que tu parviens à garder ton calme, tu désarmes l'urgence du monde et reprends le contrôle de ton esprit. Le calme est un pouvoir invisible. Il ne se montre pas, il se ressent. Dans une discussion, celui qui conserve son calme a l'avantage. Dans une crise, celui qui ne se laisse pas emporter par le désespoir voit des opportunités là où les autres ne voient que le chaos. Le calme est la stratégie des sages, la défense des forts et le refuge de ceux qui ne cherchent pas à gagner en criant, mais à vaincre en comprenant. Marc Aurèle a écrit que la tranquillité vient de l'ordre intérieur. Cela signifie que le calme ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Lorsque ton esprit est en ordre, le bruit extérieur perd de sa puissance. Pratiquer le calme n'est pas fuir le conflit, c'est l'affronter sans perdre son sang-froid. C'est regarder le feu et décider de ne pas l'alimenter. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu donnes ton énergie. Chaque fois que tu choisis de répondre avec calme, tu la récupères. Cette différence, bien que petite, définit ton équilibre. Garder son calme est une forme de maîtrise de soi. Tout le monde ne peut pas le faire car cela demande de la patience, de l'autocontrôle et de la pratique. Mais celui qui y parvient cesse d'être manipulé par son environnement. Il n'est plus l'esclave de la provocation ou de la peur, il devient maître de lui-même. Lorsque quelque chose te perturbe, souviens-toi, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler l'interprétation que tu en fais et la réponse que tu choisis. Le calme ne se cherche pas à l'extérieur, il se cultive à l'intérieur. Il se construit chaque fois que tu choisis de ne pas discuter, de ne pas te précipiter, de ne pas tomber dans le piège de l'émotion d'autrui. Chaque respiration consciente, chaque silence bien utilisé, chaque pause avant d'agir est une victoire. Le calme n'est pas passivité, c'est une action contrôlée. C'est l'esprit qui observe avant de bouger, qui analyse avant de répondre, qui sait quand parler et quand se taire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité. Le stoïcien n'évite pas le conflit, il ne laisse simplement pas le conflit le contrôler. Et cette capacité le rend impossible à manipuler. Dans un monde plein de bruit, le calme est une rébellion. C'est la décision de ne pas perdre son sang-froid pendant que les autres s'épuisent à essayer d'avoir raison. C'est regarder le chaos et décider de maintenir l'équilibre. Et lorsque tu le pratiques chaque jour, tu remarques quelque chose de différent. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils cessent d'avoir du pouvoir sur toi. Parce que le calme ne change pas les circonstances, il change celui qui les affronte. Et lorsque tu changes, tout commence à s'organiser autour de toi. Garder son calme n'est pas se rendre, c'est apprendre à maîtriser la tempête depuis le silence. 6. Chercher la vertu, pas l'approbation. L'approbation est comme une ombre, plus tu la poursuis, plus elle s'éloigne. Mais quand tu avances sans la chercher, elle te suit seule. La plupart des gens vivent en essayant d'être acceptés par tous, en ajustant leur façon d'être à ce que les autres attendent. Cependant, celui qui vit en cherchant l'approbation finit par oublier qui il est. Le stoïcisme enseigne que la véritable mesure de la valeur ne réside pas dans les applaudissements extérieurs, mais dans la cohérence intérieure. Ce qui te donne la paix n'est pas de plaire à tout le monde, mais de savoir que tu as agi avec vertu. L'approbation est une fausse monnaie que le monde t'offre en échange de ton authenticité. Chaque fois que tu changes ton comportement pour plaire, tu cèdes une partie de toi. Aujourd'hui, les gens publient, donnent leur avis et agissent non pas par conviction mais par peur d'être ignorés. Mais le respect qui naît de l'apparence est fragile, tandis que le respect qui naît de la vertu est indestructible. Celui qui vit de la vertu n'a rien à prouver, car sa vie est déjà la preuve. Chercher la vertu ne signifie pas être parfait, mais agir avec intention et droiture, même quand personne ne te regarde. La vertu est ta boussole morale, le centre qui te maintient ferme lorsque les opinions du monde veulent te détourner. Sénèque disait que celui qui se soucie plus de ce que pensent les autres que de ce qu'il pense lui-même a fait des autres ses juges.
Cette phrase résume un principe essentiel. Celui qui vit pour l'approbation meurt par la critique. La vertu ne cherche pas les likes, elle cherche la cohérence. C'est faire ce qui est juste même si personne ne le reconnaît. C'est choisir le silence quand tu sais que la discussion ne mène à rien. C'est tenir parole même quand personne ne t'y oblige. La vertu ne se mesure pas en paroles, elle se mesure en actes. Et chaque acte, aussi petit soit-il, façonne le caractère. Quand tu vis de la vertu, les opinions cessent d'être un fardeau. Tu n'as pas besoin de te défendre, car ta conduite parle pour toi. Le monde te pousse à te comparer, à suivre les tendances, à paraître réussi. Mais le stoïcien se concentre sur ce qui compte vraiment. Être intègre, pas populaire. L'intégrité n'a pas de témoin, mais elle a du poids. Elle te donne une sérénité que l'approbation ne pourra jamais te donner. Parce que quand tu agis à partir de la vertu, tu sais que même si personne ne le remarque, tu as fait ce qui est juste. Cette certitude est plus précieuse que n'importe quel éloge. L'approbation externe change avec le vent, mais la vertu demeure. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain on t'oublie. Aujourd'hui, on te critique, demain on t'imitera. Je ne peux pas baser ton identité sur quelque chose d'aussi instable. La seule chose solide est ton caractère. Et le caractère se forge quand tu choisis d'être fidèle à tes principes, même si cela te laisse seul pour un moment. Chercher la vertu, c'est choisir la difficulté quand le confort t'appelle. C'est dire la vérité quand mentir serait plus facile. Et c'est garder son calme quand on te provoque. C'est être juste, prudent et fort, non pas parce que quelqu'un l'attend de toi, mais parce que c'est ce qui te rend libre. La vertu est le bouclier qui protège ta paix intérieure du jugement d'autrui. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de mendier l'approbation et tu commences à te respecter. Tu n'agis plus pour être vu, tu agis parce que tu sais qui tu es. Et cette assurance ne peut pas être manipulée. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré, il cherche à être utile. Il ne cherche pas la reconnaissance, il cherche un but. Parce qu'au final, le seul regard qui compte vraiment est le tien. La vertu n'a pas besoin de témoins, elle a besoin de pratique. Et celui qui vit dans la vertu, même si le monde ne le comprend pas, vit en liberté. 7. Sois l'architecte de votre esprit. L'esprit est comme une maison en construction. Chaque pensée est une brique, chaque émotion une fondation, et chaque décision un design qui se reflète dans votre vie. Mais la plupart des gens vivent dans une maison qu'ils n'ont pas construite, édifiée, avec les croyances héritées, les peurs des autres et les voix du passé. Être l'architecte de votre esprit signifie prendre le contrôle du design intérieur de votre pensée. Ne pas laisser les autres décider à quoi doivent ressembler vos fondations mentales, mais redessiner votre structure avec vos propres mains, avec vos propres idées et avec votre propre conscience. Tout commence par une question. Qui a construit la façon dont vous pensez ? Si vous observez bien, vous découvrirez qu'une grande partie de votre esprit a été façonnée par l'environnement, par ce que vous avez entendu quand vous étiez enfant, par ce que vous craigniez de perdre ou ce que vous vouliez prouver. Mais il arrive un moment où vous devez démolir ce qui ne sert pas, nettoyer les décombres et ériger une nouvelle structure plus forte, plus consciente et plus à vous. Le stoïcisme enseigne précisément cela. Votre esprit peut être remodelé si vous apprenez à l'observer sans vous identifier à lui. Chaque pensée que vous acceptez sans analyser devient une partie de vos murs mentaux. Et ces murs peuvent vous protéger ou vous emprisonner. C'est pourquoi la première étape de l'architecte mental est l'observation. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. Lorsque vous commencez à regarder vos pensées pour ce qu'elles sont, des idées passagères, pas des vérités absolues, vous commencez à reprendre le pouvoir. Marc Aurèle le savait, ta vie est l'œuvre de tes pensées. Si tu penses avec ordre, tu vis avec direction. Si tu penses avec chaos, tu vis perdu. Être l'architecte de ton esprit implique aussi de la discipline. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut concevoir le changement. Chaque matin, vous pouvez décider avec quels matériaux vous construirez votre journée. Des pensées de doute ou des pensées d'action, des émotions de plainte ou des émotions de gratitude. Tout ce que vous permettez dans votre esprit devient la matière première de votre réalité.
Celui qui ne contrôle pas sa pensée finit par construire sa ruine avec ses propres mains. L'esprit sans guide devient comme une maison abandonnée. La poussière du passé la recouvre, les infiltrations de peur l'endommagent et les voies de l'environnement se faufilent par chaque fissure. Mais lorsque vous prenez le contrôle, vous commencez à réparer. Vous fermez les portes de la pensée négative, ouvrez les fenêtres de la compréhension et renforcez les fondations avec vertu et but. Le processus n'est ni rapide ni facile, mais chaque amélioration interne se reflète à l'extérieur. La sérénité ne s'impose pas, elle se construit brique par brique. Le stoïcisme enseigne que l'ordre extérieur commence par l'ordre intérieur. Si votre esprit est désordonné, votre vie le sera aussi. Mais si vous apprenez à structurer votre pensée avec clarté, le chaos extérieur perd de sa force. Vous ne pouvez pas décider de tout ce qui se passe, mais vous pouvez décider comment l'interpréter et ce choix reconfigure votre architecture mentale. Les adversités cessent d'être des fissures et deviennent des renforts. Les chutes cessent d'être des ruines et se transforment en apprentissage. Être l'architecte de votre esprit signifie cesser de vivre de manière réactive et commencer à vivre de manière intentionnelle. C'est écrire vos propres plans mentaux et vérifier chaque jour si vous construisez ce que vous voulez vraiment habiter. Votre esprit est votre refuge ou votre tempête, vous décidez lequel il sera. Le stoïcien ne délègue pas ce pouvoir, il l'assume avec responsabilité. Et même si le travail est silencieux, le résultat est visible, un esprit solide, propre et stable. Oui, concentre ton énergie sur l'essentiel. L'être humain est comme une rivière qui se disperse en 1000 directions, perdant de la force jusqu'à devenir un mince filet d'eau. Mais lorsqu'il concentre son cours, il a le pouvoir de déplacer des montagnes. Il en va de même pour l'esprit. Lorsqu'il est dispersé, il s'épuise. Lorsqu'il est concentré, il devient irrésistible. Concentrer son énergie sur l'essentiel, ce n'est pas faire moins, c'est faire avec un but. Le stoïcisme enseigne que la véritable efficacité ne consiste pas à remplir ses journées d'activité, mais à diriger son action vers ce qui compte vraiment. Chaque jour, tu donnes ton énergie à quelque chose ou à quelqu'un. La question est, à quoi la donnes-tu? Beaucoup vivent épuisés, non pas à cause d'un excès de travail, mais à cause d'un manque de direction. Ils sautent d'une préoccupation à une autre, réagissent à tout ce qui se passe, et lorsque la nuit tombe, ils ont l'impression de n'avoir rien accompli. La cause n'est pas la fatigue physique, mais la dispersion mentale. Un esprit qui ne sait pas prioriser se noie dans le trivial et oublie l'essentiel. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas tout faire, ni être partout. Il sait que son pouvoir réside dans le choix. C'est pourquoi il choisit ses batailles, ses mots et ses pensées. Il comprend que chaque impulsion mal dirigée est une fuite d'énergie. Épictète l'expliquait clairement. Si tu veux t'améliorer, accepte que certaines choses te paraissent insignifiantes. Tout ne mérite pas ton attention, et tout problème n'a pas besoin d'une réponse immédiate. La sagesse consiste à discerner ce qui mérite ton énergie de ce qui cherche simplement à la drainer. Concentrer ton énergie sur l'essentiel nécessite du détachement. Arrête de vouloir plaire à tout le monde, arrête d'essayer de tout contrôler, arrête de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Lorsque tu concentres ton énergie sur ce qui dépend de toi, le bruit extérieur perd de sa puissance. Les gens confondent mouvement et progrès, mais se déplacer sans direction ne génère que de la fatigue. Le véritable progrès se produit lorsque tu décides ce que tu dois ignorer, ce que tu dois lâcher et à quoi tu dois te consacrer entièrement. L'esprit concentré voit clairement. Alors que les autres se distraient en surface, tu travailles en profondeur. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que ton action parle pour toi. Concentrer ton énergie sur l'essentiel ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie apprendre à choisir consciemment. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action a un coût énergétique. Si tu dépenses ta force sur ce qui ne te construit pas, tu n'auras rien pour ce qui le fait. Le monde t'invite constamment à te disperser, à consommer, à réagir, à compétir. Mais le sage sait quand s'arrêter et revenir au centre. Le calme naît de la concentration et la concentration naît de la clarté.
Lorsque tu sais ce que tu veux et pourquoi tu le fais, ton énergie cesse d'être un feu incontrôlé et devient une flamme constante. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus d'intention. Concentrer l'énergie implique aussi de la protéger. Toutes les conversations ne méritent pas une réponse. Toutes les personnes ne méritent pas d'avoir accès à ton esprit. Apprends à dire non sans culpabilité, à te retirer sans explication et à garder le silence lorsque le bruit n'apporte rien. C'est la manière la plus pratique de conserver ton pouvoir. L'essentiel ne crie jamais, il est toujours silencieux en attendant que tu le regardes. Le stoïcisme ne t'apprend pas à tout faire, mais à faire ce qui compte. Si chaque jour tu concentres ton énergie sur ce qui nourrit ton esprit, renforce ton caractère et donne un sens à ta vie, tu verras comment le chaos perd de sa force. Tu n'as pas besoin de dominer le monde, juste de maîtriser ton focus. Car celui qui apprend à diriger son énergie trouve la clarté que beaucoup cherchent toute leur vie. Et à ce stade, lorsque tu te concentres uniquement sur l'essentiel, tu découvres que moins a toujours été plus. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, il n'attaque pas ta valeur, il cherche à accéder à ton esprit. Les mots ne deviennent des armes que lorsque tu les laisses entrer. Chaque critique, chaque moquerie ou tentative d'humiliation est en réalité un test de pouvoir. Et celui qui réagit en premier perd. Parce qu'au moment où tu réponds avec colère ou justifies ta position, tu ne contrôles plus la conversation, tu es contrôlé. Maîtriser psychologiquement une attaque ne consiste pas à être froid ou distant, mais à avoir un esprit si stable que rien ne parvient à perturber ton centre. Les attaques verbales ne sont pas personnelles. Elles sont des projections d'insécurité, d'envie ou du besoin de sentir le contrôle. Comprendre cela est la première étape pour désactiver toute provocation. Cette vidéo t'apprendra une stratégie basée sur deux esprits maîtres, la logique de Machiavel et la sérénité des stoïciens. Machiavel comprenait que le pouvoir se maintient avec l'intelligence, pas avec l'émotion. Les stoïciens savaient que l'âme forte ne réagit pas, elle répond. En unissant ces deux perspectives, naît une méthode qui transforme chaque tentative d'agression en une opportunité de démontrer le contrôle, l'autorité et la force intérieure. Tout au long de ce voyage, tu apprendras 3 mouvements fondamentaux: refléter, dévier et recadrer. Refléter signifie ne pas réagir, garder son calme et utiliser le silence comme une arme. Dévier implique de rediriger l'attention de l'agresseur vers son propre comportement. Et recadrer, c'est prendre le contrôle total de la situation en redéfinissant l'attaque comme quelque chose d'insignifiant. Ce n'est pas une vidéo sur la défense, mais sur la domination. Il ne s'agit pas de fuir le conflit, mais d'apprendre à le transformer en une démonstration de pouvoir psychologique. Reste jusqu'à la fin car après cela, personne n'aura plus de pouvoir sur tes émotions. 1. Réfléchis avec un silence calculé. Le feu s'éteint lorsqu'il ne trouve pas d'oxygène. De la même manière, une attaque verbale s'éteint lorsqu'elle ne reçoit pas ta réaction. La plupart des gens s'enflamment à la première étincelle, ils se défendent, crient, expliquent, justifient et sans s'en rendre compte, donnent du pouvoir à l'agresseur. Chaque mot que tu lances dans un moment d'impulsion devient une brique que l'autre utilise pour construire sa domination sur toi. C'est pourquoi le premier mouvement pour dominer psychologiquement celui qui te provoque n'est pas de répondre, mais de réfléchir avec silence. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est une stratégie. C'est la pause qui déconcerte, qui désarme, qui révèle qui a vraiment le contrôle. Quand quelqu'un essaie de t'humilier ou de te provoquer, il attend une réaction émotionnelle. Il veut voir s'il peut bouger tes émotions comme un marionnettiste. Mais quand il n'y parvient pas, quand tu restes immobile, observant, sans te perturber, le malaise change de côté. Celui qui lance l'attaque commence à sentir le poids de sa propre insécurité, son besoin d'attention devient évident, son masque se fissure.
À ce moment-là, le pouvoir change de main. Tu n'as rien fait et pourtant tu as gagné. Le silence calculé ne signifie pas te réprimer ni rester passif. Cela signifie penser avant de parler, observer avant d'agir et choisir avec précision quand il vaut la peine de dépenser de l'énergie. C'est une démonstration de maîtrise de soi si forte que pour beaucoup, elle est intimidante. Machiavel disait que l'homme prudent agit peu et observe beaucoup, car chaque mot inutile peut être utilisé contre lui. Les stoïciens, quant à eux, enseignaient que celui qui maîtrise ses impulsions maîtrise son destin. Cette union entre stratégie et sérénité est ce qui définit le véritable maître psychologique. Pense au silence comme à un miroir. Quand quelqu'un t'attaque, ce que tu reflètes ne doit pas être ton émotion, mais la sienne. S'il crie, que son écho se perde dans ton calme. S'il te ridiculise, que sa voix se noie dans ta composture. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, car le silence, lorsqu'il est bien soutenu, crie plus fort que n'importe quelle défense. Un silence ferme, accompagné d'un regard stable, dit « Tu ne peux pas me perturber », et cela pour celui qui cherche à te provoquer est une défaite humiliante. Le pouvoir du silence réside dans ce qu'il génère. Tu ne l'utilises pas pour éviter les conflits, mais pour les diriger. Quand tu te tais avec intention, tu forces l'autre à se voir lui-même, tu le forces à affronter son propre vide. Cette pause que tu crées devient un espace psychologique où l'esprit de l'agresseur commence à travailler seul, à se justifier, à vaciller. Il n'y a pas de punition plus forte que de faire face à l'écho de sa propre intention et de voir qu'elle n'a pas eu d'effet. Le silence protège aussi ton esprit. Il t'empêche de réagir impulsivement, de dire quelque chose que tu regretteras plus tard, de donner ton énergie à celui qui ne la mérite pas. Il te permet d'analyser, de rester ferme, de répondre si nécessaire, mais à partir de la raison, pas de l'émotion. Parce que celui qui maîtrise son silence, maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit ne peut pas être manipulé. La prochaine fois que quelqu'un te provoquera, souviens-toi de ceci. Le pouvoir n'est pas dans la réponse, mais dans le choix de quand le faire. Le silence n'est pas une reddition, c'est le contrôle. Celui qui se tait avec intention n'est pas faible, il est stratégique. Réfléchir avec un silence calculé, c'est devenir un mur face aux offenses. C'est dire sans mots « je sais qui je suis » et je n'ai pas besoin de le prouver. C'est le genre de présence qui impose le respect même sans élever la voix. Parce que pendant que les autres dépensent leur énergie à crier, tu t'occupes de quelque chose de plus important. Garder le pouvoir entre tes mains. 2. Observe comme un analyste. Un prédateur n'attaque pas sur un coup de tête, il observe, calcule, attend le moment précis où sa proie baisse sa garde. Tu dois faire de même, mais sans violence, avec intelligence. La plupart des gens réagissent instantanément, poussés par l'émotion, sans prendre le temps d'analyser ce qui se passe réellement. Mais celui qui veut maîtriser psychologiquement une attaque doit devenir un observateur, pas un participant. Tu dois voir le conflit de haut, comme si tu regardais une partie d'échecs entre deux inconnus, même quand l'un d'eux est toi. Quand quelqu'un te provoque, ne réponds pas tout de suite, observe. Observe son ton, ses gestes, ses mots. Derrière chaque attaque se cache une intention, et si tu apprends à la détecter, tu cesses d'être la cible et tu deviens l'évaluateur. Cette personne veut une réaction émotionnelle, elle cherche à prouver son pouvoir sur toi. Mais quand tu la regardes calmement, comme un analyste qui étudie un comportement humain, tu as déjà gagné la moitié de la partie, parce que tu ne ressens pas, tu comprends. Et la compréhension bat toujours l'impulsion. L'analyse te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Pendant que quelqu'un te crie dessus ou essaie de te manipuler, tu es en train de décrypter ce qui se passe réellement. La peur déguisée en agression, l'insécurité déguisée en arrogance, la frustration cachée derrière un sourire sarcastique. Toute attaque a une origine, et celui qui observe attentivement peut la détecter avant qu'elle ne fasse de mal. C'est la différence entre un esprit impulsif et un esprit stratégique. Le premier réagit, le second domine. Machiavel disait que le pouvoir appartient à celui qui comprend les motivations humaines mieux que les autres. Et les stoïciens étaient d'accord.
Le sage ne se laisse pas emporter par les apparences, il cherche la racine. Chaque provocation est un miroir de la personne qui la lance, pas de celle qui la reçoit. Si quelqu'un a besoin de t'humilier pour se sentir supérieur, tu vois déjà sa faiblesse. Si quelqu'un t'attaque en public, il cherche la validation. Si quelqu'un critique souvent, il vit dans la frustration. Celui qui observe comprend, et celui qui comprend ne se perturbe pas. Être analyste au milieu du conflit signifie entraîner ton esprit à traiter ce qui se passe en temps réel, sans perdre son calme. Respire, regarde, pense. Ne te laisse pas piéger par les mots. Regarde les émotions qui les soutiennent. Le langage corporel, la tension dans la voix, le regard qui évite le contact, tout parle plus que le discours. Apprends à lire entre les lignes, à détecter le véritable message caché derrière le bruit. Parce que quand tu sais ce qui motive réellement quelqu'un, tu peux prévoir son prochain mouvement, et alors tu as le contrôle. Observer ne signifie pas rester immobile, cela signifie se préparer. L'analyse te donne du temps, et le temps te donne du pouvoir. Pendant que les autres dépensent de l'énergie à discuter, tu es en train de recueillir des informations. C'est ce qui fait que les gens s'arrêtent, qu'ils perçoivent de l'autorité dans ta voix, parce que tu ne parles pas pour réagir, tu parles pour diriger. L'observation est aussi une forme de protection émotionnelle. Quand tu te concentres sur l'analyse, ton cerveau cesse d'agir par instinct et passe au raisonnement. Tu ne le prends pas personnellement, tu l'étudies. Et en le faisant, tu transformes la provocation en un exercice mental, pas en une attaque. Tu restes intact, parce que l'analyste ne s'offense pas, l'analyste apprend. C'est ainsi que l'on gagne sans combattre, avec un esprit froid, un regard ferme et une compréhension profonde. Observe celui qui t'attaque et tu verras qu'il ne te détruit pas, il se révèle. Chaque mot, chaque geste est un indice de son insécurité. 3. Coupe le carburant émotionnel. Un feu de camp ne brûle que tant que quelqu'un continue à y jeter du bois. Quand tu arrêtes de l'alimenter, il s'éteint tout seul. Il en va de même pour toute attaque verbale ou provocation. Elle a besoin de ton énergie émotionnelle pour rester vivante. Celui qui cherche à te perturber ne veut pas une conversation, il veut une réaction. Si tu la lui donnes, tu perds le contrôle de la situation. Mais si tu ne le fais pas, il s'effondre dans sa propre tentative de pouvoir. La clé est de ne pas lui donner de carburant pour son feu. Chaque fois que quelqu'un t'attaque, il le fait pour tester ta stabilité. Il te lance des mots dans l'espoir d'allumer une étincelle en toi, de te sortir de ton centre. Mais si tu ne réponds pas avec colère, si tu ne te justifies pas ni ne te défends, ce feu perd de l'oxygène. Il s'éteint non pas parce que tu l'as éteint, mais parce que tu as cessé de faire partie du jeu. À ce moment-là, l'agresseur se retrouve face à son propre reflet, sa frustration, son insécurité, son impuissance. Et toi, sans bouger, tu deviens le miroir qu'il expose. Couper le carburant émotionnel ne signifie pas être froid ou indifférent, mais intelligent. Cela signifie comprendre que l'énergie émotionnelle est un pouvoir et que celui qui la contrôle domine la situation. Machiavel le disait clairement, « Celui qui peut dominer ses passions peut dominer les autres ». Les stoïciens, quant à eux, affirmaient que personne ne peut te blesser si tu ne lui donnes pas la permission. Tous deux étaient d'accord sur un point essentiel. Les émotions sont un terrain sacré et ne doivent être utilisées qu'avec un but. Imagine que quelqu'un t'insulte dans l'intention de te blesser. Tu peux réagir et entrer dans le cercle du conflit, ou tu peux rester calme et l'observer comme s'il s'agissait d'une expérience psychologique. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir concentré. Alors que l'autre crie, tu restes ferme, sans changer ton ton, sans perdre ton axe. Cette stabilité déconcerte, confond, désarme, parce que l'agresseur attendait du feu et a trouvé de la glace. Il attendait du chaos et a trouvé du contrôle. Et dans ce contraste, il perd toute sa force. Le contrôle émotionnel est le véritable art de la guerre mentale. On ne gagne pas avec des mots, mais avec de l'équilibre. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre impulsivement, tu entraînes ton esprit à être plus fort que tes émotions. Tu te dis à toi-même « je décide quand et comment réagir ». Et cette phrase, même si tu ne la dis pas à haute voix, devient un bouclier.
parce que personne ne peut manipuler quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner. Quand tu ressens l'envie de réagir, fais une pause. Respire et rappelle-toi que l'autre n'a de pouvoir que si tu le lui donnes. Ne lui donne pas tes émotions, ne lui donne pas ton énergie, ne lui donne pas ta paix. C'est ce qu'il cherche vraiment. Si tu te mets en colère, il gagne. Si tu te justifies, il gagne. Si tu te troubles, il gagne. Mais si tu restes serein, même s'il y a de la tension à l'intérieur, le message que tu envoies est clair. Ton tentative n'a pas fonctionné. Et cela fait plus mal que n'importe quelle réponse agressive. Couper le carburant émotionnel te donne aussi de la clarté. Cela te permet de penser avec précision, d'agir avec stratégie, de répondre seulement quand c'est nécessaire et à partir de la raison, pas de la blessure. C'est choisir la hauteur plutôt que le bruit, l'esprit plutôt que l'ego. Parce que celui qui domine son énergie domine la scène. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherche à t'allumer, rappelle-toi, le feu ne brûle que si tu t'approches. Reste tranquille, garde ton calme, ne nourris pas ce qui ne mérite pas de grandir. Laisse le bruit s'éteindre tout seul et que l'autre personne se noie dans sa propre tentative de te manipuler. Parce que le véritable pouvoir n'est pas de détruire l'autre, mais de rester intact pendant que l'autre se détruit tout seul. C'est la manière la plus silencieuse, mais la plus efficace, de démontrer une supériorité psychologique. 4. Dévie avec des questions précises. Un boxeur intelligent ne bloque pas chaque coup, il les redirige. Il utilise la force de son adversaire contre lui, le fait échouer jusqu'à ce qu'il s'épuise. Il en va de même avec les mots. Lorsque quelqu'un t'attaque, tu n'as pas besoin de lever un mur, ni de contre-attaquer avec colère. Il te suffit de rediriger le coup intelligemment. Les questions sont tes mouvements de défense active, ta façon de transformer l'agression en confusion. Poser des questions est une forme de contrôle psychologique, car celui qui pose des questions guide. Lorsque quelqu'un te lance une critique, la plupart des gens répondent en se justifiant ou en discutant. Mais tu n'es pas là pour te justifier, tu es là pour dominer. Si on te dit « tu fais toujours tout mal » au lieu de répondre avec frustration, pose une question qui brise le schéma émotionnel. À quoi fais-tu exactement référence? Cette simple phrase désactive l'attaque, l'oblige à s'expliquer, à réfléchir, à reculer. La personne qui voulait te dominer doit maintenant rationaliser son impulsion. Et dans ce processus, elle perd le contrôle. Le pouvoir des questions réside dans leur précision. Elles ne sont pas posées pour te défendre, mais pour exposer le manque de logique de l'autre. Si quelqu'un te dit quelque chose sur un ton moqueur, demande-lui calmement. Est-ce que tu dis ça sérieusement ou est-ce que tu plaisantes? Cette question, prononcée calmement, coupe la tension comme une épée. Elle l'oblige à se définir, à assumer sa position. La plupart des provocateurs ne résistent pas à la clarté, car leur pouvoir réside dans le chaos, pas dans la vérité. Lorsque tu les confrontes avec un esprit ordonné, ils manquent d'air. Dévier avec des questions est une technique qui combine la ruse de Machiavel avec la tempérance du stoïcisme. Machiavel disait que la meilleure défense contre un ennemi n'est pas la force, mais la confusion. Les stoïciens enseignaient que celui qui garde son calme dans le chaos a déjà gagné. En unissant ces deux idées, tu parviens à dominer toute interaction sans perdre ton sang-froid. Ce n'est pas que tu ignores l'autre, c'est que tu l'obliges à sortir de son terrain émotionnel et à entrer dans le tien, celui de la logique, du calme et de la stratégie. Pense aux questions comme à des miroirs. Tu ne les poses pas pour comprendre l'autre, mais pour que l'autre se voie lui-même. Chaque fois que quelqu'un t'attaque, ne réagis pas, pose simplement une question. Pas sur un ton défiant, mais avec sérénité. Presque comme si tu étais vraiment intéressé par sa réponse. Pourquoi penses-tu cela? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce ton opinion ou répètes-tu quelque chose que tu as entendu? Des questions simples mais précises qui désarment même l'esprit le plus agressif. Cette méthode a un effet psychologique profond. L'attaquant, se sentant remis en question, passe de l'émotion à la raison, de l'offensive à la défensive. Son cerveau cesse de se concentrer sur la provocation et commence à traiter la question. Cette pause, ce microseconde de confusion, est ta victoire.
Parce que pendant qu'il cherche à justifier son attaque, tu conserves ta sérénité intacte. Tu as redirigé le coup et l'as fait réfléchir, et à ce moment-là, le contrôle revient à toi. Dévier avec des questions te donne également le temps d'analyser. Pendant que l'autre essaie de répondre, tu observes son langage corporel, son ton, son insécurité. Tu obtiens des informations sans t'exposer. C'est une technique de pouvoir silencieux, un jeu mental où tu décides du rythme de la conversation. Tu n'as pas besoin de crier, juste de diriger calmement. Chaque provocation est une occasion de pratiquer cet art. Ne transforme pas une critique en bagarre, transforme-la en un interrogatoire contrôlé. Parce que celui qui pose des questions dirige. Celui qui réagit obéit. Et tu es ici pour diriger, pas pour obéir à l'impulsion de quelqu'un d'autre. 5. Exige de la spécificité. Les accusations vagues sont comme des ombres. Elles semblent grandes jusqu'à ce que tu les éclaires. Quand quelqu'un te critique de manière générale, il ne cherche pas à construire, il cherche à contrôler. Celui qui dit « tu fais toujours tout mal » ou « personne ne te supporte » ne décrit pas la réalité. Il essaie de te manipuler émotionnellement. L'antidote est simple mais puissant. Exige de la clarté. La spécificité est la lumière qui dissout les ombres. Quand on te lance une attaque enveloppée de mots flous, ne la reçois pas. Demande-lui de la forme. Demande sans colère, d'une voix ferme. Quelle partie exactement ai-je mal faite? Ou à quelle situation te réfères-tu? En faisant cela, tu forces l'autre à sortir du terrain émotionnel et à entrer dans le rationnel, où tu as l'avantage. Les personnes agressives prospèrent dans le chaos, mais s'effondrent quand on leur demande des détails. Parce que derrière leur attaque, il n'y a presque jamais de faits. Seulement des émotions, des perceptions et des désirs de domination. Machiavel comprenait que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans le bruit, mais dans la précision. Les dirigeants qui parlaient en généralité étaient facilement manipulables, tandis que ceux qui demandaient des détails étaient craints, parce qu'ils ne se laissaient pas tromper par l'ambiguïté. Les stoïciens, des siècles auparavant, enseignaient quelque chose de similaire, que la vérité se trouve dans ce qui peut être observé clairement, pas dans ce qui est supposé. En exigeant de la spécificité, tu ne te protèges pas seulement, tu révèles aussi le vide du discours de l'autre. Chaque fois que tu demandes de la précision, tu envoies un message psychologique clair. Tu ne me laisses pas manipuler par les émotions. J'ai besoin de faits. Et cela met mal à l'aise ceux qui vivent du drame, car le drame ne peut pas survivre sans exagération. Si quelqu'un te dit « tu n'écoutes jamais », ne te justifie pas. Demande « quand a été la dernière fois que j'ai parlé et que tu ne m'as pas écouté ?» Cette simple phrase désarme. Il n'y a pas de réponse sans preuve. Il est obligé de faire face à l'incohérence de son attaque. Et s'il essaie d'esquiver, sa faiblesse devient visible pour tous. La spécificité est le pouvoir parce qu'elle te place sur un terrain solide. Alors que l'autre se déplace entre les émotions, tu marches sur des faits. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, il suffit d'exiger de la clarté. Cette méthode a aussi un effet secondaire important, elle calme ton esprit. Au lieu d'absorber l'attaque, tu la transformes en un processus logique. Tu arrêtes de ressentir et tu commences à penser. Et quand tu penses, tu reprends le contrôle. Demander des détails change aussi la dynamique de la conversation. L'attaquant cesse d'avoir le rôle de juge et devient l'interrogé. Tu n'es plus sur la défensive, tu analyses. Et pendant qu'il essaie de construire des arguments pour soutenir sa critique, il se rend compte qu'il n'en a pas. La conversation s'inverse. Le pouvoir change de place. Tu n'es plus la cible, tu es l'observateur qui détecte les incohérences et domine le rythme. Il ne s'agit pas de montrer sa supériorité, mais de maintenir sa dignité. Personne n'a le droit de t'attaquer sans fondement. La clarté n'est pas une agression, c'est du respect de soi. Demander de la précision, c'est dire sans le dire. Tu ne vas pas me manipuler avec des mots vides. C'est une façon d'établir des limites sans crier, de te défendre sans perdre ton sang-froid. Parce que celui qui demande des faits montre de la sécurité. Et celui qui s'irrite face à cette demande montre de l'insécurité. La prochaine fois que quelqu'un te critique sans fondement, ne te précipite pas pour te défendre. Respire et demande calmement « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Ou peux-tu me donner un exemple? S'il n'y a pas de réponse claire, l'attaque s'effondre d'elle-même.
personne ne peut soutenir un argument sans base. Et à ce moment-là, l'autorité revient à toi. C'est ainsi que l'on démantèle les provocations déguisées en opinion. 6. Recadrer le récit. Chaque mot qu'on vous lance cherche à modeler votre perception, à vous faire douter de vous-même et à placer la conversation sur un terrain émotionnel où l'autre a l'avantage. Mais le véritable pouvoir réside dans votre capacité à donner un autre sens à ce que vous entendez, à prendre le contrôle du sens et à ne pas permettre à quiconque de décider comment vous devez vous sentir. C'est cela, recadrer le récit, changer la perspective, pas la réalité. Lorsque quelqu'un essaie de vous humilier ou de vous provoquer, il crée un cadre psychologique où vous semblez faible et lui se sent fort. Si vous entrez dans son jeu, vous perdez. Si vous changez l'angle sous lequel vous observez, tout s'inverse. Vous n'avez pas besoin de nier ce qu'il a dit, il suffit de le redéfinir. Si quelqu'un vous traite de froid, vous pouvez penser « je suis stable ». Si quelqu'un dit que vous avez changé, vous pouvez le comprendre comme une croissance. Cette réinterprétation est ce qui vous libère de son contrôle, car le pouvoir d'un mot dépend du sens que vous lui donnez. Les stoïciens enseignaient que la souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de l'interprétation que vous en faites. Marc Aurèle a écrit qu'aucun mal ne peut vous atteindre si vous décidez de ne pas le considérer comme un mal. Et Machiavel savait que celui qui contrôle les perceptions contrôle le pouvoir. Recadrer combine ces deux idées. C'est de l'intelligence émotionnelle avec une stratégie psychologique. Lorsque quelqu'un vous lance une critique, il le fait pour vous pousser à une réaction. Mais si vous répondez à partir d'un cadre différent, vous le déconcertez. Si quelqu'un vous dit « tu te crois meilleur que les autres » et que vous répondez calmement « non, je m'efforce simplement de me surpasser », vous avez pris le contrôle. La provocation se dégonfle parce qu'elle ne joue plus selon ses règles, mais selon les vôtres. Recadrer vous protège également de l'épuisement mental. Au lieu de vous épuiser à vous demander pourquoi on vous a attaqué, vous comprenez que l'attaque en dit plus sur l'autre que sur vous. Lorsque vous faites ce changement de perspective, la tension disparaît. Vous n'ignorez pas ce qui s'est passé, vous l'interprétez avec pouvoir. Vous voyez au-delà de l'impulsion et vous vous concentrez sur la racine. Appliquer ce principe est simple. Identifier l'attaque, observer son intention et changer le contexte. Si quelqu'un essaie de vous faire sentir petit, répondez à partir de votre grandeur intérieure. S'il cherche à vous provoquer, montrez-lui votre calme. S'il veut vous confondre, montrez de la clarté. Le recadrage n'a pas besoin de mots. Parfois, un simple regard serein ou un léger sourire suffit pour montrer que sa tentative a échoué. Cette approche ne vous maintient pas seulement en contrôle, elle vous transforme également. Elle vous apprend à penser comme un stratège, pas comme une victime. Chaque provocation devient un exercice de maîtrise émotionnelle, chaque critique, une opportunité de renforcer votre esprit. Et avec le temps, les attaques perdent de leur poids, car votre cadre devient impénétrable. C'est ainsi que vous démontrez votre pouvoir sans crier, sans discuter, sans vous épuiser. En changeant le sens, vous changez le jeu. Celui qui vous offense espère vous contrôler. Lorsqu'il ne peut pas le faire, il s'affaiblit. C'est l'essence du recadrage. Ne pas permettre à l'autre de décider comment vous pensez, comment vous ressentez ou comment vous répondez. Au moment où vous prenez ce contrôle, la conversation cesse d'être une attaque et devient une démonstration silencieuse de votre force. Car la véritable maîtrise n'est pas dans la voix mais dans l'esprit qui choisit le cadre à partir duquel il interprète le monde. 7. Offre une sortie honorable. Frapper quelqu'un qui est acculé ne fait que le rendre plus dangereux. En revanche, lui offrir une porte de sortie peut transformer un ennemi en quelqu'un qui baisse sa garde. C'est l'essence de la stratégie psychologique. Comprendre que parfois, la meilleure façon de gagner n'est pas de détruire l'autre, mais de lui permettre de se retirer sans perdre complètement sa fierté. Celui qui sait offrir une sortie honorable démontre du contrôle, de l'intelligence et de la maîtrise émotionnelle. Quand quelqu'un t'attaque verbalement et que tu réponds avec agression, vous tombez tous les deux sur le même terrain. Mais si tu restes calme et lui donnes la possibilité de reculer sans l'humilier, tu changes complètement la dynamique. Il ne s'agit pas de pardonner ou de céder,
mais de contrôler la fin du conflit. La plupart des attaques ne cherchent pas la vérité, elles cherchent une sensation de pouvoir. Et lorsque tu réussis à ce que l'autre conserve un peu de dignité pendant que tu maintiens le contrôle, la bataille se termine sans avoir besoin de détruire quoi que ce soit. Machiavel enseignait qu'un ennemi humilié devient un ennemi éternel. C'est pourquoi la véritable ruse n'est pas d'écraser, mais de faire en sorte que l'autre se rende sans sentir qu'il a perdu. Les stoïciens voyaient quelque chose de similaire sous un autre angle. Le sage n'a pas besoin de démontrer sa victoire parce qu'il la porte en lui. Ils sont tous les deux d'accord sur un point essentiel. Le véritable contrôle réside dans l'esprit qui choisit la paix par décision, non par faiblesse. Offrir une sortie honorable peut prendre de nombreuses formes. Parfois c'est un changement de ton, une phrase qui adoucit la tension, un geste qui montre la maturité. Si quelqu'un te provoque, tu peux répondre avec sérénité. Ce n'est pas grave, je comprends ton point de vue. Cette phrase, dite sans ironie ni fierté, brise le cycle de l'hostilité. L'autre s'attendait à une guerre et a reçu de la retenue. Et dans cette retenue, il y a du pouvoir. Tu peux aussi le faire avec de l'intelligence émotionnelle. Si une personne te critique pour se démarquer, réponds-lui avec un compliment contrôlé. Tu as raison en partie, ton point de vue est également valide. Tu ne le fais pas pour flatter, mais pour désamorcer la friction. Tu lui donnes une petite victoire apparente pendant que tu maintiens la position de contrôle. Tu le fais sortir du terrain de l'agression sans qu'il s'en rende compte. Et en le faisant, tu deviens celui qui guide l'interaction. Offrir une sortie honorable n'est pas toujours pour l'autre. Souvent c'est pour toi. Parce que rester calme, ne pas prolonger une discussion, ne pas insister pour avoir le dernier mot, c'est une façon de préserver ton énergie. La victoire psychologique ne se mesure pas à celui qui crie le plus fort, mais à celui qui conserve son équilibre. Chaque fois que tu décides de ne pas pousser plus loin que nécessaire, tu renforces ton pouvoir interne. Cette technique nécessite de la maturité, car l'ego voudra toujours gagner complètement, prouver que tu as raison. Mais l'ego ne cherche pas la paix, il cherche le drame. Le stratège, en revanche, cherche des résultats. Si tu réussis à terminer une conversation sans perdre le contrôle, sans nuire à ton image et sans devenir ce que tu détestes, alors tu as gagné. Ta sérénité vaut plus que n'importe quel triomphe superficiel. En pratique, offrir une sortie honorable signifie utiliser l'empathie comme outil tactique. Non pas parce que tu dois comprendre l'agresseur, mais parce que comprendre sa psychologie te donne un avantage. Un attaquant calmé est un attaquant désarmé. Si tu lui donnes une façon de se retirer sans perdre la face, son ego se calme et tu restes en contrôle de la clôture. Dominer un conflit n'est pas écraser l'autre, c'est savoir quand s'arrêter. C'est avoir la sagesse de reconnaître que tout ne se gagne pas en humiliant, mais en montrant du sang-froid. Parce que la véritable autorité ne cherche pas la destruction. Rite pratique jusqu'à ce que cela devienne automatique. L'esprit est comme une épée. Si on ne l'entraîne pas, il s'oxyde. Il ne suffit pas de connaître les stratégies, il faut les intégrer jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de toi, jusqu'à ce que ta réaction naturelle face à une provocation ne soit pas émotionnelle, mais stratégique. Dominer psychologiquement celui qui t'attaque n'est pas une question de chance ou d'intelligence innée, c'est une question de pratique constante. Celui qui entraîne son esprit quotidiennement arrive à un moment où il ne réagit plus, il agit. L'autocontrôle ne s'obtient pas en lisant des phrases motivantes, mais en affrontant des situations réelles et en apprenant à garder son calme encore et encore. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec colère, tu renforces un muscle invisible appelé maîtrise. Chaque fois que tu fais une pause avant de répondre, tu programmes ton esprit pour agir à partir de la raison et non de la blessure. C'est un processus lent mais précis, comme le trempage de l'acier. Chaque coup de feu et d'eau le rend plus résistant. Au début, cela te coûtera. Tu ressentiras l'impulsion de te défendre, d'expliquer, de prouver que tu as raison. Mais si tu es constant, tu remarqueras le changement. Ce qui te perturbait auparavant cessera de t'affecter. Ce qui te faisait réagir avec fureur te semblera maintenant insignifiant.
C'est le véritable signe de l'évolution. Lorsque le bruit extérieur cesse d'avoir du pouvoir sur ton intérieur. Les stoïciens le savaient et le répétaient sans cesse. La vertu s'acquiert par la pratique quotidienne, non par la théorie. Machiavel, d'un autre angle, comprenait que le pouvoir n'est pas dans le fait d'agir bien une fois, mais de le faire toujours, sans faillir. La répétition disciplinée transforme le contrôle en réflexe. Tout comme un guerrier ne pense pas à comment brandir son épée parce que son corps le sait déjà, tu dois arriver à ce point avec ton esprit. Que face à une provocation, ton premier instinct soit le silence. Face à une attaque, ta première action soit d'observer, et face à une manipulation, ta première réponse soit le calme. Pratiquer cette maîtrise nécessite 3 étapes. D'abord, la conscience, détecter quand quelqu'un cherche à perturber ta paix. Ensuite, la pause. Ne pas répondre immédiatement, te donner quelques secondes pour réfléchir. Enfin, l'exécution. Appliquer la stratégie correcte, que ce soit refléter, dévier, recadrer ou simplement garder le silence. Lorsque tu répètes ce cycle encore et encore, ton esprit commence à agir seul, sans effort. C'est à ce moment-là que le contrôle devient un pouvoir naturel. La pratique te donne aussi un avantage psychologique sur les autres. Alors que la plupart se laissent emporter par leurs émotions, tu restes stable, prévisible uniquement pour toi. Cette stabilité est perçue, ressentie. Les gens commencent à te traiter différemment parce que tu projettes le contrôle, et le contrôle inspire toujours le respect. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. Mais atteindre ce niveau exige un engagement. Je ne peux pas entraîner ton esprit une semaine et espérer des résultats permanents. C'est une discipline quotidienne. C'est observer même dans les moments les plus petits, quand quelqu'un t'interrompt, quand quelque chose ne se passe pas comme tu le souhaites, quand quelqu'un te manque de respect. Chaque situation est un terrain d'entraînement. Chaque instant où tu choisis le calme sur la réaction stimule ta croissance interne. Avec le temps, la stratégie cesse de se sentir comme un effort et devient naturelle. Tu cesses d'agir comme quelqu'un qui cherche à dominer et tu te transformes en quelqu'un qui domine simplement. Tu n'as plus à penser à comment répondre, parce que ton esprit s'est aligné avec ton but. C'est cela la maîtrise, transformer le contrôle en ta façon d'être. Pratiquer jusqu'à ce que cela devienne automatique, c'est comprendre que la maîtrise mentale n'est pas un accomplissement, c'est un mode de vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.